Monsieur le préfet, Monseigneur, Madame, Monsieur le maire, Monsieur le président, Madame la directrice régionale des affaires culturelles, Mesdames, Messieurs, chers amis, je pense être votre interprète en remerciant pour leurs propos les autorités qui viennent de s'exprimer, l'intérêt qu'ils portent à nos travaux donne la mesure de nos propres recherches, de l'intérêt qu'elles peuvent présenter pour la société, pour nos contemporains. Il ne peut pas y avoir de recherche, de présent sans recherche et surtout pas d'avenir sans recherche. Je voudrais aussi remercier les financeurs, les facilitateurs, nos hôtes, la municipalité, qui vont nous permettre pendant 2 jours d'avoir un colloque, je pense, qui va former un événement dans le domaine de l'histoire et de l'histoire de l'art. C'est un double événement, je dirais. On a parlé du millénaire du rattachement du comté de Dreux, nous allons parler du château, nous allons parler de la collégiale, mais c'est aussi un événement sous l'angle de la nécropole royale. Je dirais que nous saluons aujourd'hui l'entrée de la nécropole royale dans l'histoire de l'art. Jusqu'à présent, les historiens de l'art en ont peu parlé ou de façon, je dirais, tangentielle. Et en tout cas, aucun grand livre d'histoire de l'art du XIXe siècle n'a réellement parlé des extraordinaires recherches que cette nécropole rassemble grâce à la famille d'Orléans. Aujourd'hui, ce sera le cas. Je voudrais aussi, pour finir et tranquilliser Irène Jourdeuil, vous informer que notre séance fera l'objet d'une captation vidéo. Ce n'est pas seulement une information que je vous donne, mais une sorte d'injonction, m'a-t-on dit, à rester sage, c'est-à-dire ne pas bouger trop de vos places, ne pas tousser, de façon que cette captation soit la meilleure possible. J'ai assez parlé. Pendant cette première partie de la matinée, nous allons aborder d'une part le château, et puis dans un deuxième temps la collégiale. Vous êtes Monsieur Bujac ? Non, Monsieur Ayot. Monsieur Ayot. Eh bien, écoutez, Monsieur Ayot. Monsieur Ayot est docteur en histoire de l'art. Il est membre d'un des grands laboratoires d'histoire de l'architecture, le centre André Chastel. Il a travaillé il a fait sa thèse sur l'architecture fortifiée capétienne au XIIIe siècle et il était parfaitement indiqué pour nous parler maintenant du château de Dreux et des fortifications médiévales. Je lui laisse la parole pour 1 demi-heure, pas plus, car je serai un impitoyable chronomètre. Merci de m'avoir demandé. C'est-à-dire, là, vous m'entendez ? Non ? Vous savez comment me mettre en route ? Là, vous m'entendez ? Oui. A priori. Merci. Merci de m'avoir demandé d'intervenir. D'accord, merci. Alors effectivement, je vais vous parler ici des fortifications médiévales du château de Dreux, qui passent généralement un petit peu inaperçues en comparaison de la magnifique chapelle royale, mais qui n'en sont pas moins d'un grand intérêt. Et l'idée de cette intervention, c'est de montrer en quoi le château de Dreux constituait donc dès le Moyen-Âge un monument majeur, avec une architecture de grande qualité qui est le reflet de la puissance des comtes de Dreux à cette époque. C'est quelque chose qui va malheureusement plus forcément de soi aujourd'hui, parce que ce château médiéval, il ne reste plus aujourd'hui que des témoins assez ingrats qui rendent
pas forcément justice à ce qui fut vraiment une des réalisations majeures de l'architecture castrale princière, particulièrement pour la période des XIIe et XIIIe siècles, à laquelle on va s'intéresser particulièrement ici. Alors, la particularité du château de Dreux au Moyen-Âge, c'est qu'il s'agit d'un château double, qui est composé en fait donc, par deux châteaux juxtaposés, de dimensions comparables, hein, qui occupent tout le promontoire qui domine la ville et qui s'étire sur plus de 400 mètres de longueur. Donc deux châteaux, donc d'une part le château principal, le plus ancien, le castrum historique des comtes de Dreux, qui abritait le palais comtal et la collégiale Saint-Étienne. Et puis d'autre part le château de Danemarch, qui a été construit, lui, seulement au XIIIe siècle et qui forme une sorte de protection, hein, pour le château principal, protection face au plateau qui s'étire vers le nord-est. Ce château de Danemarch, il tire son nom du prieuré Notre-Dame-des-Marches, qui a été déplacé sur un autre site au moment de la construction du château, donc au début du XIIIe siècle. Et enfin, chacun de ces deux châteaux était doté d'une tour maîtresse, la tour au fanaux pour le château principal et la tour grise pour le château de Danemarch, qui était une tour assez exceptionnelle, ne serait-ce que par ses dimensions. Alors ce château, il a une origine très ancienne, puisqu'il est mentionné à partir du Xe siècle, il existe même probablement avant déjà. À cette époque, au Xe siècle, c'est déjà une possession royale, mais le site de Dreux est ensuite disputé entre les comtes de Blois et les ducs de Normandie, jusqu'à ce qu'en 1023, donc la couronne s'en empare à nouveau. Un siècle plus tard, donc à son avènement en 137, Louis VII confie le comté de Dreux à son frère Robert de France, qui est donc le fondateur de la lignée capétienne, hein, des comtes de Dreux. Et c'est à ce moment, donc au cours des XIIe et XIIIe siècles, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, que les comtes de Dreux sont vraiment à l'apogée de leur puissance. Ils ont des domaines très importants aux quatre coins de l'Île-de-France, et même au-delà, bien au-delà du seul comté de Dreux. Et ils bénéficient évidemment de la faveur royale. Et ils vont profiter donc de cette puissance pour renforcer leur château et renforcer et embellir leur château de Dreux au cours des XIIe et XIIIe siècles. Ce renforcement, il va se faire en plusieurs étapes principales. Dès le milieu du XIIe siècle, Robert de Dreux va construire une grande tour maîtresse, donc la tour au fanaux, la tour maîtresse du château principal. Il reconstruit sans doute également la collégiale Saint-Étienne. Au début du XIIIe siècle, ce château principal va être renforcé par des tours de flanquement circulaires à archères, peut-être sous Robert II de Dreux. Et puis la dernière grande étape, c'est au début du XIIIe siècle, dans les années 1220, la construction du château de Danemarch par Robert III de Dreux, le successeur donc, des deux précédents, qui élève notamment la fameuse tour grise. Et puis bien sûr, parallèlement, les comtes de Dreux développent le palais comtal qui occupe le secteur sud du château, mais qui reste malheureusement assez mal connu, mais qui bénéficie encore d'aménagements importants jusqu'au milieu du XVIe siècle. Alors à partir de la fin du XVIe siècle, justement, le château entre dans une phase de déclin et de destruction. Ces destructions elles débutent en particulier en 1593, lorsque l'armée d'Henri IV assiège le château, et c'est lors de ce siège que la fameuse tour grise du château de Danemarch est détruite par la mine. Et puis dans les mois qui suivent, le château de Danemarch est démantelé. Le château principal, le château des comtes de Dreux, lui, il est démantelé progressivement à partir de 1768 et puis durant la Révolution. Et puis enfin, vous le savez, donc au cours du XIXe siècle, le site est réaménagé par la famille d'Orléans, qui fait notamment construire donc la magnifique chapelle royale à partir de 1816, et puis une résidence aussi qui domine encore la ville aujourd'hui. Alors d'abord, petite présentation du château principal qui avant sa destruction au cours du XVIIIe siècle, il était constitué par une grande enceinte ovalaire un petit peu irrégulière, qui trouve sans doute ses origines au Moyen-Âge.
Au nord, cette enceinte se refermait sur une grande tour maîtresse, un donjon dans le langage courant, qui est donc la tour aux fanaux, qui a été construite par Robert Ier de Dreux, au plein milieu du XIIe siècle. À l'intérieur de l'enceinte, un petit peu au-devant de l'emplacement de la chapelle royale actuelle, se trouvait la collégiale Saint-Étienne. Et puis, le secteur sud de l'enceinte était occupé donc par le palais comtal, la résidence princière des comtes de Dreux. Alors de ce grand ensemble, il ne reste plus aujourd'hui que des vestiges qui sont malheureusement assez diminués, mais je vais justement dire quelques mots des principaux ouvrages de ce château principal qui témoignent vraiment de la qualité de l'architecture qui a pu être développée sur le site. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la tour maîtresse, la tour aux fanaux, pardon. La tour aux fanaux, elle a donc été construite par Robert Ier de Dreux, sans doute en plein milieu du XIIe siècle, d'après Christian Corvisier, qui a très bien étudié cette tour. Cette tour, elle tire son nom, bon, évidemment, des fanaux, des étendards qui devaient battre au vent à son sommet, et elle est connue par différentes représentations, donc vous avez quelques exemples ici, différentes représentations, et puis aussi par les vestiges qui en demeurent aujourd'hui, et qui correspondent uniquement à la base de l'ouvrage. Cette tour, vous voyez sur les représentations qu'elle se trouvait à l'origine au sommet d'une motte d'une dizaine ou d'une quinzaine de mètres de hauteur, et une motte qui a été complètement arasée par la suite. Donc vous comprenez que les vestiges actuels, en fait, ils correspondent essentiellement aux substructions de la tour, hein, qui étaient recouvertes par les terres de la motte à l'origine. Cette tour maîtresse cylindrique, vous le voyez sur le plan qui est en dessous, cette tour maîtresse cylindrique, elle était directement reliée à l'enceinte générale du château, dont on observe encore, hein, les départs des courtines de part et d'autre de la tour. Cette tour, elle prenait donc évidemment la forme d'un cylindre d'une quinzaine de mètres de diamètre, donc des dimensions habituelles, hein, pour une tour de cette époque. Et surtout, vous voyez sur le plan et sur les représentations que cette tour, elle était flanquée par quatre tourelles sur contrefort. Sur trois faces, en fait, ces tourelles prenaient la forme de petits appendices incurvés, des tourelles incurvées mais assez peu saillantes, et qui reposaient sur des contreforts plats, que vous voyez ici sur le plan. Et par contre, sur la quatrième face, celle qui est tournée vers l'extérieur de l'enceinte, on trouvait des contreforts plus importants qui étaient reliés entre eux en partie supérieure par une arche qui correspond très probablement au débouché d'un conduit de latrine, des latrines qui devaient se trouver dans la partie supérieure de cette tourelle, qui était donc plus développée que les trois autres. Et ça, c'est... Ici, j'ai mis une image de la tour maîtresse de Maurepas dans les Yvelines qui conserve un dispositif à peu près identique, hein, à celui qui devait exister à la tour des fanaux du château de Dreux. Alors à l'intérieur, cette tour aux fanaux est disposée, on le sait, de 4 niveaux qui étaient séparés simplement par des planchers et non par des voûtes, comme c'est habituellement le cas, hein, en ce milieu de XIIe siècle. Elle disposait bien sûr d'un équipement de confort avec quelques cheminées, des fenêtres et puis donc les latrines qu'on a vues dans la tourelle. Donc l'équipement habituel, hein, d'une tour résidence de cette époque qui a notamment sans doute pour fonction d'accueillir la chambre seigneuriale. Et surtout cette tour, d'un point de vue architectural, cette tour aux fanaux, elle témoigne du succès des tours maîtresses cylindriques au XIIe siècle, dans la moitié nord de la France en particulier. Au milieu du XIIe siècle, le principe d'une tour cylindrique, c'est une forme qui est encore relativement nouvelle, puisque on estime que les toutes premières tours ovalaires, elles apparaissent vers 1100, donc au tout début du XIIe siècle, avec notamment la tour de Saint-Sauveur en Puisaye, que vous avez ici. Et puis, on considère que la toute première tour vraiment purement cylindrique, c'est celle de Compiègne, qui aura été élevée, on l'estime, dans les années 1120, par le roi Louis VI. Et ce qui
caractérise ces tours cylindriques du XIIe siècle, à la même époque que la tour au fanaux, c'est une certaine diversité formelle, puisqu'on peut rencontrer des tours qui sont purement cylindriques, en particulier dans la sphère des comtes de Blois. On a beaucoup de tours purement cylindriques qui sont encore conservées aujourd'hui. Elles peuvent avoir une forme un peu plus complexe avec le principe des tours cylindriques flanquées de contreforts, donc comme la tour de Maurepas qu'on a déjà vu, comme la tour de Châteaufort ou celle de Mortemer en Normandie, qui est directement inspirée de la tour de Königsbourg que vous avez ici en bas à droite. Une autre forme encore un peu plus complexe, ce sont les tours maîtresses cylindriques flanquées de tourelles circulaires. Donc ça, c'est l'exemple le mieux conservé, hein, c'est celui de la tour maîtresse de Houdan, qui est tout près d'ici, mais c'est une forme qui a été utilisée aussi au château de la Queue-en-Brie, qui est situé dans l'actuel département de Seine-et-Marne. Et puis enfin, donc on peut trouver des formes encore plus complexes. Par exemple, à Étampes, on a une célèbre tour maîtresse quadrilobée, qui était donc composée par la juxtaposition de 4 demi-cylindres, c'est ce que vous avez ici à gauche. La tour de Provins, qui prenait la forme d'un octogone flanqué de tourelles circulaires, ou encore la tour de Châtillon-Coligny, qui prenait elle, la forme d'un dodécagone flanqué de contreforts et qui reposait sur une base circulaire. Donc on a vraiment des formes très variées et assez évoluées pour certaines. Et puis parallèlement à tout ça, on rencontre aussi en plein milieu du XIIe siècle des tours simplement quadrangulaires à contreforts, comme ces deux tours de Grès-sur-Loing et de Moret-sur-Loing, qui ont été élevées par le roi Louis VII à peu près à la même époque que la tour au fanaux de Dreux. Et justement, dans cette grande diversité de formes qui existent à cette époque, la tour au fanaux, elle occupe une place un petit peu à part, puisque c'est une sorte d'hybride entre deux types de tours maîtresses qui sont assez en vogue à cette époque. D'une part, donc, les tours maîtresses cylindriques à contrefort, et d'autre part, les tours maîtresses cylindriques à tourelles circulaires. Puisque, donc, à Dreux, on a cette forme très particulière d'une petite tourelle incurvée qui repose sur un contrefort plat. Donc, c'est vraiment une sorte d'hybride entre les deux. Et on remarque que le comte de Dreux, donc Robert Ier, n'a repris ni la forme des tours maîtresses cylindriques pures qu'on observe dans la sphère des comtes de Blois, ni celle des tours quadrangulaires qui sont élevées à la même époque par le roi Louis VII. Donc pour le comte de Dreux, pour Robert Ier, c'est une façon de se singulariser, hein, finalement, d'ériger cette tour à la forme particulière. C'est une façon de mettre en scène sa propre puissance à travers une forme originale. Donc voilà pour quelques mots donc, sur cette tour des fanaux. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur les tours de flanquement du XIIIe siècle. Là, je vois qu'il y a un plan qui a bougé, mais ce n'est pas très grave. Ces tours de flanquement, elles sont un petit peu plus tardives que la tour au fanaux, puisqu'elles ont été réalisées au début du XIIIe siècle, sans doute. On trouve encore 3 tours qui sont conservées sur le front ouest du château, vous les voyez sur la vue aérienne, et puis une 4e tour qui est située sur le front sud-est. Ces tours, elles sont aujourd'hui très dénaturées par les transformations qui ont été effectuées au XIXe siècle, mais ce sont encore donc 3 belles tours hémicylindriques d'environ 8,50 m de diamètre, qui repose sur une base qui est légèrement talutée, qui est légèrement tronconique. Et vous voyez que malgré les transformations du XIXe siècle, on identifie encore dans l'élévation de ces tours les traces des archères du XIIIe siècle, ces archères qui permettaient évidemment de tirer à l'arc ou à l'arbalète. Ces archères, elles sont d'ailleurs encore mieux visibles dans la tour du front sud-est, où on observe en plus que ces archères disposaient d'une fente inhabituellement large pour cette époque. Alors ces tours, on peut les attribuer sans doute au début du XIIIe siècle, parce qu'elles reprennent les caractéristiques de l'architecture capétienne qui s'impose alors dans l'ensemble du royaume, et particulièrement dans le nord du royaume. Cette architecture capétienne, elle a été développée en particulier par le roi Philippe Auguste, et elle est fondée sur la mise en place généralement de forteresses de plans géométriques, comme celle que vous avez ici à gauche avec le Louvre et la forteresse de Nel-en-Dôle, qui a d'ailleurs été élevée par Robert III de Dreux.
mais dans une autre région, dans le département de l'Aisne actuel. Et donc cette architecture capétienne est fondée sur des forteresses géométriques qui sont flanquées partout de tours cylindriques à archères qui sont assez similaires en fait à celles qui sont conservées au château de Dreux. Évidemment, à Dreux, on n'a pas pu mettre en place une forteresse géométrique régulière, mais on s'est quand même efforcé d'adapter la grande enceinte ovalaire du château en la flanquant régulièrement de tours cylindriques à archères. Alors ces tours, elles appartiennent à la première moitié du XIIIe siècle d'après leur architecture. Elles ont probablement été construites donc par Robert II ou par Robert III de Dreux. Elles ne sont pas forcément exactement contemporaines de celles du château de Danemark qui appartiennent aux années 1220. Elles sont peut-être légèrement antérieures. On peut faire l'hypothèse d'une construction par Robert II de Dreux. C'est une hypothèse qui trouve un appui dans les écrits d'un historien du XVIe siècle qui attribue à Robert Dreux d'avoir fait fortifier le château de Dreux et d'autres forteresses. Et de fait, on sait que Robert II on sait que c'était un grand constructeur qui est à l'origine notamment du château de Ferrand-Tardenois dans l'Aisne, de celui de la Folie à Braine qui est situé dans le même département aussi. Et vous voyez que dans ces différents chantiers, Robert II utilise le principe de la tour circulaire à archères, qui est appliqué aussi donc au château de Dreux. Ici encore une vue du célèbre château de Ferrand-Tardenois que Robert II a fait construire en 1207. La construction elle est bien documentée dans le cas de Ferrand-Tardenois. Alors dernier élément du château comtal sur lequel je voulais dire quelques mots. C'est pas le moins exceptionnel, ce sont les restes de la porte Saint-Nicolas, qui était sans doute la porte principale du château médiéval, qui est située aujourd'hui sous la résidence du XIXe siècle. Et on sait que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette porte elle était surmontée par la chapelle Saint-Nicolas des Salles, c'est-à-dire du palais comtal qui se trouvait dans ce secteur du château. Et donc cette chapelle, elle reprenait le principe habituel des chapelles sur porte, qui est assez fréquent dans le contexte castral. Alors c'est quelque chose qui est toujours assez frappant et ça permet de placer symboliquement l'entrée du château sous protection divine. Le principe de la chapelle sur porte, donc c'est une solution qui est très en vogue à partir du XIVe siècle avec des exemples emblématiques comme le château de Bourbon-l'Archambault que vous avez ici, ou celui de Mehun-sur-Yèvre où la chapelle prenait une forme particulièrement spectaculaire. Mais c'est un principe qui existe sous une forme moins spectaculaire dès le XIIe siècle, avec ici les exemples du château de Gand, de celui de Brie-Comte-Robert, qui a d'ailleurs été édifié par les comtes de Dreux également, vers la fin du XIIe siècle, puis encore en plein XIIIe siècle avec la tour-porte du château de Rosemont qui abrite aussi une chapelle. Pour en revenir donc à Dreux, cette chapelle Saint-Nicolas des Salles, elle aurait été fondée à la fin du XIIe siècle par Robert Ier, et il n'est pas impossible que la porte remonte à cette époque aussi. Elle est aujourd'hui, cette porte, précédée par un avant-corps qui est plus tardif, mais à l'intérieur, on retrouve vraiment la porte originelle, qui appartient sans doute à la fin du XIIe siècle. Et puis surtout, vous voyez que cette porte, et c'est vraiment exceptionnel, elle est encore défendue par des vantaux de bois qui appartiennent probablement, qui appartiennent peut-être à la porte primitive, qui remonte peut-être à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle. En particulier, cette porte, elle a subi évidemment des transformations importantes au fil des siècles, mais en particulier le ventail de gauche en entrant, il semble bien remonter à la porte primitive, et on remarque qu'il est doté d'assemblage à mi-bois et queue d'aronde, et aussi d'une petite arcature qui surmonte les montants en partie supérieure. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs à la porte du portail nord de l'église Saint-Pierre de Dreux,
qui remonte elle aussi très probablement à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle. Et ça, c'est donc le fait qu'on ait conservé ces vantaux de la porte primitive, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel en milieu castral, donc dans le domaine des châteaux, puisque si cette porte, elle appartient réellement à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle, ce serait tout simplement sans doute l'unique exemple conservé en France d'une porte charretière dans un château qui soit encore conservé et qui remonte à cette époque. Même à l'échelle de l'Europe, d'ailleurs, ça reste assez exceptionnel puisqu'on connaît uniquement l'exemple de la porte, on connaît quelques exemples en Angleterre, dont celle de la porte du château de Chepstow, qui a pu être attribué aux années 1190. Et donc ces vantaux de la porte Saint-Nicolas, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui devrait bénéficier apparemment bientôt peut-être d'une expertise dendrochronologique, c'est-à-dire une expertise qui permet de déterminer l'âge exact du bois à partir des cernes qui sont à l'intérieur. Donc voilà pour le château de Dreux. À présent, je voudrais juste dire quelques mots du château de Dannemarche. Donc, ce château de Dannemarche, on sait qu'il a été construit dans les années 1220 et que sa construction a coïncidé avec le déplacement du prieuré Notre-Dame-des-Marches. On sait que ce château, il était constitué par... je remonte à la diapo précédente parce que ça a été déplacé. Il était constitué donc par une grande enceinte approximativement quadrangulaire, un petit peu irrégulière, et cette enceinte a été flanquée par plusieurs tours à archères, et elle a été défendue surtout donc par une énorme tour maîtresse située face au plateau, la tour grise, et qui défendait vraiment l'ensemble du château à son point le plus vulnérable. Cette immense tour maîtresse, donc la tour grise, on sait qu'elle était dotée d'un fossé annulaire, à l'image de la tour maîtresse du Louvre, dont vous avez une restitution en 3D ici, un fossé annulaire, c'est-à-dire qui entourait la base de l'ouvrage. On affirme aussi que cette tour, elle était dotée d'une chemise, c'est-à-dire d'une petite enceinte qui l'entourait. On l'affirme surtout à partir de ce plan de 1780, qui représente effectivement une structure circulaire autour de la tour, mais je pense que cette structure circulaire, elle correspond surtout à la contrescarpe maçonnée du fossé annulaire qui se trouvait autour de la tour maîtresse. Alors aujourd'hui, de ce château de Dannemarche, il en reste que des vestiges qui sont assez diminués, une fois encore. Principalement 2 longues courtines qui sont conservées sur le front oriental, et puis une tour de flanquement à 2 niveaux d'archères qui est conservée également dans le même secteur. Et puis il reste aussi la base de la tour grise, mais elle ne subsiste plus qu'à l'état de moignon. Cette enceinte, elle est composée de longues courtines droites et flanquées de tours à archères. Elle reprend évidemment, elle aussi, les principes de l'architecture capétienne du début du XIIIe siècle, qui est très en vogue à cette époque. Et elle reprend en particulier le principe des tours maîtresses isolées sur le tracé de l'enceinte et isolées par un fossé annulaire qu'on retrouve dans les forteresses royales contemporaines, notamment à Dourdan, à Rouen, et puis donc également à Nel-en-Dôle, que vous avez ici, et qui a été construit également par Robert III de Dreux, exactement à la même époque, donc dans les années 1220. Donc finalement, ce qui est étonnant, ce n'est pas la nature de l'architecture qui est développée au château de Dannemarche, mais c'est plutôt le programme. C'est cette idée d'avoir fortifié un site de très grand développement. Et ça s'oppose complètement à la tendance au début du XIIIe siècle, où on a au contraire tendance justement à créer des forteresses qui sont beaucoup plus ramassées, qui sont très compactes, et qui permettent de concentrer la défense dans une enceinte très compacte et de forme généralement géométrique. Mais là, donc, on a pris le contre-pied à Dannemarche en créant une enceinte de grand développement qui s'adapte au site. Et on a pris, et c'est exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel aussi parce qu'on a doté cette enceinte
d'un ouvrage exceptionnel, donc d'une importance exceptionnelle, la tour grise. Et ça s'oppose à ce qu'on remarque au XIIIe siècle, où généralement, dans les rares cas où on fortifie encore les enceintes de basse-cour de grand développement, on les dote d'ouvrages qui sont nettement moins forts que ceux du château principal. On les dote de petites tours assez modestes. Et donc à Danemark, c'est exactement l'inverse. On a doté le château d'une énorme tour maîtresse, de sorte que cette enceinte qui fait un petit peu office de basse-cour, on pourrait le penser, hein, par rapport au château principal, eh bien cette enceinte, elle est vraiment érigée au rang de château proprement dit, avec cet ouvrage d'une très grande importance, la tour grise, qui était encore plus grosse que la tour au fanaux du château principal. Je passe sur les comparaisons qu'on pourrait trouver avec le château de Windsor en Angleterre, qui est lui aussi une sorte de château double avec 2 enceintes de très grand développement, et avec Château Gaillard, où on retrouve le principe d'une enceinte avancée, un petit peu comme le château de Danemark, avec une tour maîtresse cylindrique à la pointe, mais à Dreux, c'est vraiment d'une toute autre importance. Cette enceinte avancée et surtout cette tour maîtresse à la pointe. Alors cette tour grise, justement, je suis à 27 minutes là pour l'instant. Gardez-en pour les questions. Ouais. Donc cette tour grise, c'était vraiment une tour énorme, hein, voici ce qu'il en reste. Un énorme moignon de maçonnerie, qui atteint environ 15 mètres de diamètre et qui correspond uniquement à la base de la tour. Le diamètre précis de la tour, il est assez difficile à évaluer aujourd'hui, mais on peut probablement l'évaluer à au moins une vingtaine de mètres, ce qui place la tour grise, hein, parmi les plus fortes tours maîtresses du royaume à cette époque. Donc elle n'est pas aussi importante que la tour maîtresse du château de Coucy, qui est la plus grande qu'on ait jamais élevée au Moyen-Âge, mais s'il fallait trouver un équivalent actuel, la tour grise a été probablement de dimensions comparables à la tour maîtresse de l'Argoët en Elven, en Bretagne, qui est une des plus grandes qui soit conservée actuellement en France. L'aspect de la tour, il est connu uniquement grâce aux représentations très sommaires du XVIIe siècle. On sait avec certitude que c'est une tour cylindrique, hein, d'après ces représentations. Mais il y a un petit doute sur la forme exacte de la tour. Est-ce que cette tour grise de Danemark, c'était une tour cylindrique pure, comme celle du château de Dourdan que vous avez ici, ou est-ce que c'était une tour maîtresse cylindrique à tourelle, comme celle de Houdan? Il y a des ombres portées, hein, sur le tableau du XVIIe siècle qui laissent planer un petit peu le doute à ce sujet. C'est pas une question anodine, hein, d'ailleurs, puisque autant les tours maîtresses cylindriques au début du XIIIe siècle, c'est très en vogue, le roi en construit partout, Philippe Auguste en construit partout, autant les tours maîtresses cylindriques à tourelle, par contre, c'est complètement passé de mode au XIIIe siècle, sauf à Lucheux, que vous avez ici, où on s'adapte en fait au plan carré d'une tour préexistante, et donc on a créé ce plan particulier pour s'adapter à cette forme particulière. Sinon, c'est vraiment totalement passé de mode, sauf peut-être justement dans l'œuvre de Robert III de Dreux, puisqu'on sait qu'au château de Gamache, Robert III avait élevé une tour maîtresse cylindrique à tourelle circulaire qui n'existe plus aujourd'hui et qui était elle aussi une des plus grosses du royaume à cette époque. Et donc si, dans le cas où la tour de Danemark aurait présenté cette forme particulière, on pourrait se demander si c'était pas pour Robert III de Dreux, une façon de manifester son attachement envers une forme de tour plus traditionnelle et que les comtes de Dreux eux-mêmes avaient déjà utilisé justement à la Queue-en-Brie dès le XIIe siècle, qui est déjà une tour qui a été construite par les comtes de Dreux. Et puis, enfin, et c'est vraiment mon dernier point, je voulais dire simplement quelques mots du marché de construction de 1224 qui fait vraiment l'un des grands intérêts de ce château de Danemark, dont la construction est directement documentée par ce marché de construction. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel pour cette époque. Ce marché, donc, il est passé entre le maître d'ouvrage Robert III de Dreux et le maître d'œuvre Nicolas de Beaumont-le-Roger.
Et je ne rentre pas dans le détail, puisque Philippe Bujac va vous en parler plus longuement après, mais il précise que Nicolas de Beaumont-le-Roger doit terminer la grande enceinte du château de Danemark, et surtout, donc, il doit construire l'énorme tour grise. On sait que, et c'est important que ce marché précise, que tous les matériaux seront fournis en fait à Maître Nicolas, qui n'aura donc à gérer la main-d'œuvre et la construction effective de la tour. Et ça, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on observe sur les chantiers royaux à la même époque, puisque sur les chantiers royaux de Philippe Auguste, on confie en fait toute la construction à des entrepreneurs qui ont à charge de se procurer les matériaux, de gérer la main-d'œuvre, de gérer le chantier dans son ensemble. Et puis enfin, ce marché de construction, il offre une indication extrêmement importante, puisqu'il précise que la tour grise de Danemark doit être édifiée selon le modèle de la tour de Nogent. C'est-à-dire que l'architecte doit suivre le modèle de la tour de Nogent. Alors cette tour de Nogent en question, on a longtemps affirmé qu'il s'agissait de celle de Nogent-le-Rotrou, simplement parce que cette tour, elle est très célèbre, hein, elle remonte au XIe siècle et elle était connue de tous les archéologues depuis longtemps. Simplement, vous voyez que la tour maîtresse de Nogent-le-Rotrou, elle n'a rien à voir en fait avec la tour grise de Danemark qui était cylindrique, puisque la tour de Nogent-le-Rotrou, c'est une tour quadrangulaire à contrefort. Et en fait, il est bien plus probable que le modèle de la tour grise de Danemark, c'était la tour de Nogent-le-Roi, qui est une localité beaucoup plus proche de Dreux, déjà, et qui appartenait au comte de Blois jusqu'en 1218 et qui est passé à la couronne en cette année 1218. Donc en 1224, ça venait de passer aux mains de la couronne. Malheureusement, on n'a plus aucune trace de cette éventuelle tour maîtresse du château de Nogent-le-Roi. Elle a dû être détruite dès le XVIIe siècle. Est-ce que cette tour qui a servi de modèle à la tour grise de Danemark, c'était une tour royale? C'est tout à fait possible, puisque Philippe Auguste s'était emparé du site en 1218. Il faudra imaginer qu'il ait construit une tour dans les années qui ont suivi. Et ça, c'est un comportement qui est tout à fait habituel pour Philippe Auguste. Dès qu'il s'empare d'une place, il fait construire des fortifications, parfois très importantes. Et dans le cas contraire, ça pourrait aussi être une tour antérieure qui aurait été construite par les comtes de Blois avant 1218, mais je pense que l'hypothèse d'un modèle royal pour cette tour grise de Danemark, elle est très intéressante. Et en tout cas, c'est une indication, le fait qu'on prenne modèle sur cette tour de Nogent, c'est une indication qui est vraiment exceptionnelle pour l'architecture castrale de cette époque et qui témoigne de la circulation des modèles dans l'architecture castrale. Donc c'est encore un intérêt supplémentaire pour ce site exceptionnel qui est le château de Dreux, qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse, et toutes les études que vont présenter les intervenants qui vont me succéder aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Désolé pour le léger retard.